Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, suite des questions orales à l'Assemblée nationale devant les élus. Ce jour, le ministre de la Planification interpellé sur la gestion du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire. Pourquoi le PNUD a été préféré aux compétences locales? La question est posée. Le Togo, candidat au Commonwealth, a-t-il vraiment une chance d'être accepté comme membre de l'organisation? La mission à Lomé le dira. L'évaluation est en cours. Et puis demain, c'est le 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Cet appel du HCR, aujourd'hui plus que jamais, soyons solidaires avec les réfugiés. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Direction donc l'Assemblée nationale. Séance question orale ce lundi également. Pourquoi le PNUD a été préféré aux compétences locales pour la gestion du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire qui a signé le contrat avec le PUDC. Interpellé, le ministre de la Planification a répondu cet après-midi aux questions des élus. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Pendant ce temps et sur le terrain des chantiers PUDC avance, constat fait par le ministre Nissa Onyofam et la représentante résidente de PNUD au Togo. Ils étaient en mission de supervision dans les plateaux, constat sur place, bilan sur le parcours, tout le parcours depuis Dapan. Yves Agbevi. Au niveau régional des plateaux, 4 réalisations initiées par le programme d'urgence de développement communautaire PUDC ont été exécutées par 4 groupes d'entreprises. Des travaux d'aménagement des infrastructures routières de plus de 66 km, de Kamina à Kotora de 20 km 50, de la jonction Palavé à Kounioou de 22 km 60, de Wadani à Kabani de 10 km et enfin de Sérégbéné à la jonction Palavé de 14 km. Des ouvrages exécutés à des pourcentages de 27 à 57%. C'est le constat du ministre des Infrastructures et des Transports qui a fait le déplacement sur le terrain, accompagné du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, à qui le chef de l'État a confié le pilotage du PUDC. Sur le terrain, en plus de plus de 400 km de pistes en réalisation sur le plan national, les populations ont émis des doléances à la délégation. Auparavant, la route là, comment il y a des difficultés, on ne peut pas monter, des motos, tout. On ne peut pas. Et aujourd'hui, là, la route est bien. On a vu, c'est bon. Mais au milieu, ici, là, on ne peut pas traverser, aller les maisons. On demande de nous aider pour faire les carnivaux de Warani. Notre objectif, c'était également de demander à la population si elle avait des suggestions ou des doléances. Nous en avons recueilli. Pour la plupart, il s'agit de besoins nouveaux qui n'étaient pas prévus dans la phase des 406 km et que nous allons traiter dans la deuxième phase, portée sur 1000 km et tout ce qui doit être fait, en tout cas pour faire en sorte que cet investissement-là soit optimisé, nous allons pouvoir le faire. À chaque rencontre, les entreprises ont informé les autorités des difficultés qu'elles rencontrent, des difficultés d'ordre naturel liées à la pluie et des problèmes avec les populations. Globalement, selon la délégation, toutes les conditions sont réunies pour le respect du délai imparti. Nous avons commencé depuis une semaine. Nous venons de boucler dans la Kébou. Nous sommes satisfaits d'abord par la qualité des travaux, par le respect des délais, et je crois que c'était un défi et le pari a été gagné. Et donc depuis 5 ans jusqu'ici, je crois que nous avons vu l'enthousiasme autour des entreprises. Les entreprises sont en train de faire un effort pour respecter les délais d'exécution de ces travaux dans les règles de l'art. Il reste pour la plupart quelques semaines pour achever les travaux et qu'elles fassent des efforts pour rester dans ces délais. La mission de supervision a expliqué aux populations des différentes localités parcourues le bien fondé qui a sous-tendu l'initiative du PUDC et la volonté du chef de l'État à alléger les souffrances des populations togolaises à travers le PUDC.
Autre projet évoqué ce soir, il verra bientôt le jour, le plan de développement communal pour la ville de Mango. Ce projet intègre la gouvernance eau et assainissement en première ligne. Les collectivités locales, l'Union européenne est prête quant à elle à apporter son appui. Les précisions, Désiré Aloy et notre bureau à Dapan. Améliorer la performance des collectivités territoriales dans la délivrance des services publics de base aux populations reste l'une des préoccupations de l'Union des communes du Togo UCT. À travers le projet d'amélioration de la gouvernance locale pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage communale, PAGREMOC, des compétences seront renforcées pour spécifiquement insuffler une bonne gouvernance des collectivités territoriales en finances locales, en gestion des faits d'état civil, l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les communes. Dans ce sens, l'élaboration d'un plan de développement de la ville de Mango est lancée. Une première phase qui va concerner le diagnostic territorial. Donc ce diagnostic va quand même identifier les problèmes. Bon, pas seulement les problèmes, aussi les forces, les avantages, les potentialités qui sont dans la commune de Mango. Et ce diagnostic va permettre de pouvoir identifier une stratégie, aussi d'abord définir une vision, l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs présents vont définir une vision de la commune d'ici 5 ans. Qu'est-ce que Mango va devenir? Qu'est-ce qu'on veut pour Mango? Maintenant, de cette vision va découler les axes stratégiques, et ensuite les objectifs pour pouvoir définir un document qu'on aura à mettre en œuvre avec l'appui des ressources internes au niveau financier et ressources humaines internes, et aussi ça va permettre aussi de mobiliser les ressources externes pour booster le développement de la commune de Mango. C'est un leadership de développement communal qui est engagé à Mango à tous les acteurs de soutenir le processus dans un sens citoyen et civique. L'Union européenne, l'Association internationale Eau Vive, l'ambassade de France et autres partenaires, à savoir le département des Yvelines et l'ONG français Programme Solidarité Eau, appuient le projet. La lutte contre la pauvreté, Kéran, vous vous rappelez, avait bénéficié de plateformes multifonctionnelles. C'est pour accompagner des groupements d'intérêt économique. Et comment ces plateformes sont-elles utilisées? Rendent-elles vraiment service? À l'heure du bilan, le PRADEB, le programme d'appui au développement à la base, donne ses appréciations. Nestor Mojou. Grâce au PRADEB, programme d'appui au développement à la base, la coopérative Lulabsara de Sintiota de Osacré dans l'Akira a obtenu une plateforme multifonctionnelle opérationnelle à partir de janvier 2016. Après un an d'activité, la coopérative a enregistré de bonnes performances. Elle a sur son compte en banque 730 000 francs CFA et 63 000 dans sa propre caisse. C'est le fruit de la gestion rigoureuse exigée par le PRADES, programme d'aide pour le développement économique et social, agence de relais locale du PRADEB. Chaque jour, il y a 2 milliers et une personne de la société qui viennent pour accueillir les femmes et puis mesurer, prendre de l'argent et le soir maintenant renseigner les cahiers et verser l'argent à la secrétaire caissière. Dans le même canton d'Osacré, à Pangunda précisément, une autre organisation nommée Okutinim a été aussi dotée d'une plateforme multifonctionnelle. Les résultats ici aussi sont encourageants. Que ce soit à Sintiota ou à Pangouda, les femmes ont fait des témoignages sur l'impact des plateformes multifonctionnelles sur leurs conditions de vie. La plateforme nous a aidés. Avant, on allait loin pour écraser. Maintenant, c'est à côté qu'on écrase. Quand les enfants quittent à l'école, c'est prêt, ils mangent et retournent à l'école. Ça nous a aidé aussi à acheter les fournitures à nos enfants, à acheter les stockages pour revendre, à acheter l'engrais pour faire le champ. Ça nous a aidé aussi à les enfants apprendre aussi sous la lumière. Des JE, groupements d'intérêt économique de l'Akira, sont aussi soutenus par le PRADEB. C'est le cas du groupement Lulap à Kanté, spécialisé dans la fabrication du savon. Quand on a lancé FNFI, on a appris quelque chose un peu pour démarrer. Et quand PRADEB est arrivé à notre niveau, on a soupiré vraiment. Nous avons eu assez de matières premières et ça nous a permis de produire beaucoup. Donc ça nous a permis d'aller à la foire internationale de Lomé. Ça nous a permis aussi à assister à la foire Made in Togo qui bientôt va encore revenir. Ça va nous permettre aussi d'assister parce que nous avons encore des produits.
En organisant cette mission de suivi, le PADES a voulu que les autorités locales touchent du doigt les résultats du PRADEB et exhortent les bénéficiaires à plus d'ardeur. Nous voyons que ces groupements vraiment sont des modèles et font montre d'une responsabilité qu'il faut encourager. C'est pourquoi nous avons initié cette journée, pour que vraiment ils savent que le gouvernement, en initiant ce projet, a vraiment pensé à la communauté à la base. Et aussi pour les sensibiliser davantage, pour qu'ils sachent que ces crédits ne sont pas des dons à négliger. C'est à fructifier pour le développement des communautés. Là où nous sommes heureux pour ces populations, c'est que nous constatons qu'elles veulent investir les fonds qui sont dégagés dans d'autres activités génératrices de revenus. Ces groupements, à terme, pourraient devenir des sociétés de coopératives pouvant bénéficier des capitaux des banques traditionnelles pour pouvoir financer des grandes activités susceptibles d'employer même les villageois de leur milieu respectif. D'autres missions de suivi seront effectuées dans les autres préfectures. Dans la région de l'Ankara, 93 groupements d'intérêt économique ont été formés et 32 ont été financés. Pour les plateformes multifonctionnelles, sur 40 validées, 28 ont été installées. Quant aux jeunes entrepreneurs, 114 ont obtenu des financements. Retour maintenant à l'Assemblée nationale, séance questions orales ce lundi. Vous annoncez tout à l'heure pourquoi le PNUD a été préféré aux compétences locales pour la gestion du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Qui a signé le contrat avec le PUDC? Interpellé, le ministre de la Planification a répondu cet après-midi aux questions des élus. Pierre Sessouko. En toile de fond, le transfert de la gestion du programme d'urgence de développement communautaire au PNUD par le gouvernement, sujet qui a suscité débat au sein de l'hémicycle. Et au député Tchabouri Gogué d'orienter la discussion en 4 points. La représentation nationale souhaite connaître 1. L'identité du signataire du côté du Togo du projet de document avec le PNUD. 2. La somme perçue par le PNUD, pourcentage du coût total du PUDC et montant en francs CFA pour la gestion du projet. 3. L'effectif du personnel international rémunéré sur ce projet. 4. L'identité du responsable de nationalité togolaise du projet et la procédure utilisée pour son recrutement. La décentralisation n'étant pas effective au Togo, quels sont les organes chargés de sélectionner les projets à réaliser au bénéfice des collectivités? Des éléments de réponse, Kossi Asimedou les a formulés en partant de la genèse du projet, son importance dans la lutte contre la pauvreté et surtout son caractère urgent, mobile, de la particularité de sa gestion. Le PUDC étant un programme d'urgence, le PNUD a été donc choisi comme agence d'exécution pour la mise en œuvre par le recours à ces procédures, notamment celles qui s'appliquent spécifiquement au programme d'urgence. Ces procédures sont différentes des procédures habituelles. Le choix du PNUD se fonde également sur ses expériences internationales avérées et prouvées dans ce domaine. Son engagement sur les délais de réalisation sans comparaison avec les procédures nationales, sa garantie de transparence et de bonne exécution et enfin sa capacité de mobilisation de financement additionnel ont milité pour ce choix. Le PNUD ne se substitue pas, mais exécute pour le compte du gouvernement sur la base d'un cahier de charges précis. L'expertise et les structures nationales participent à l'exécution. Le PNUD s'emploie à la mise en place d'une unité d'appui à qui il transfère progressivement ces procédures d'urgence. Étant donné qu'il n'y a pas encore de décentralisation, comment se fait la collecte au niveau local? Des consultations par des équipes régionales conduites par la Direction régionale de la planification du développement et de l'aménagement du territoire et entourées des comités préfectoraux, des comités régionaux. 22 février 2016,
Le document de projet a été signé. Ça répond à une autre question, qui est le signataire au niveau du Togo, du côté togolais, par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, et du côté du PNUD, par la représentante résidente du PNUD. 23 février 2016, la cérémonie solennelle d'échange du document d'accord en son excellence Monsieur le Président de la République togolaise et l'administrateur du PNUD a eu lieu en marge de la participation du chef de l'État à la célébration du 50e anniversaire du PNUD à New York. L'unité de gestion du projet est composée du staff national recruté entre mai et janvier 2017. Ça répond aussi à une autre question posée par l'honorable. Suite à un appel de candidature, nous avons un coordonnateur national, un spécialiste en finance, un assistant en finance, un spécialiste et un assistant en passation de marché, un spécialiste en suivi et évaluation, un responsable de la communication, un responsable de la logistique, une assistante administrative et 2 ingénieurs en génie civil et rural. L'équipe est accompagnée par tout le bureau du PNUD, qui fait également appel aux collègues des autres bureaux ou du siège pour des appuis techniques. Aucun personnel international n'est rémunéré sur le PUDC. Le personnel international du PNUD qui accompagne le PUDC depuis sa formulation, ainsi que les équipes nationales qui ont participé à la formulation du PUDC ont été directement pris en charge par le PNUD sur ses propres ressources. La première phase de ce vaste programme qui devra mobiliser plus de 155 milliards de francs CFA est en voie de réalisation avec le développement des infrastructures socio-économiques de base. Les travaux de pistes rurales avancent. On parle de 50% du taux d'exécution avec l'achèvement des ouvrages de base. Le président de l'Assemblée nationale, dans sa synthèse, a réitéré l'importance du programme et appelé les uns et les autres à une bonne collaboration. Il faut saluer l'initiative du président, beaucoup de collègues l'ont dit. Gouverner, c'est prévoir. Et vous savez que nous sommes dans un pays également pauvre. C'est ça. Et la pauvreté, l'état de pauvreté, c'est vrai, n'est pas le même sur toute l'étendue du territoire. C'est un début pour ce projet. Nous devons encourager le gouvernement à veiller vraiment à l'exécution des projets confiés à ces entreprises. Je suis d'accord pour les entreprises locales, mais est-ce que ces entreprises locales ont suffisamment d'expérience, suffisamment d'équipement, suffisamment de choses pour conduire certains projets? Parce que si on prend n'importe quelle entreprise, évidemment, si le projet n'aboutit pas, on va encore accuser le gouvernement. Moi, je suis d'accord, mais il faut que le choix des entreprises soit fait sur la base de la capacité de l'entreprise à exécuter ce projet-là. C'est extrêmement important. Et le choix aussi des périodes. Si on doit aménager une piste rurale et l'entreprise s'engage au moment des saisons pluvieuses, évidemment, ça ne peut pas aboutir. Parce que dès que vous profilez, vous rechargez, la pluie vient balayer tout. Donc, veillez à ce que, avec ces entreprises-là, la période d'exécution, surtout des pistes rurales, soit bien choisie. Le comité de pilotage, comité technique de suivi, unité de gestion et les autorités locales que vous associez, je crois qu'il faut être derrière chaque intervenant. C'est vrai, les députés peuvent participer, mais moi je crois que nous ne devons pas être associés à l'exécution, parce que nous avons le devoir de contrôle de l'action du gouvernement. Si déjà nous sommes associés à ce niveau-là, quand est-ce qu'on va contrôler l'action? Ce que nous sommes en train de faire, c'est ça notre rôle, de demander au gouvernement comment se fait ce projet-là. Et chacun dans sa préfecture, dans sa localité, si nous constatons que les entreprises engagées sur le terrain ne font pas bien leur travail, voilà notre rôle. Nous devons interpeller le ministre en charge de l'exécution de ce projet pour que nos populations puissent en bénéficier. Les députés se retrouvent en principe le vendredi prochain pour l'examen d'un projet de loi sur les communes.
Les explications du ministre Assimi Aïdou cet après-midi devant les députés à l'Assemblée nationale. Il est 20h20. Notre deuxième titre ce soir, la candidature du Togo au Commonwealth. Notre pays frappe à la porte de l'organisation. Quelles sont ses chances? Une mission est justement à Lomé pour les évaluer. Marceline Chakpala et Dem Sousouko. Deuxième étape du processus d'évaluation du Togo en vue de son adhésion au Commonwealth. L'organisation intergouvernementale a dépêché une fois encore à Lomé une mission qui y séjourne depuis quelques jours. La mission, conduite par Yvonne Apea Mensan, échange avec le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine après avoir rencontré les institutions de la République, la société civile et toutes les couches socio-économiques et politiques du pays. Créé en 1949, le Commonwealth est composé d'anciens territoires sous domination britannique. Il s'est ouvert depuis un certain temps à d'autres pays, surtout à ceux épris de paix, de liberté et engagés dans la promotion des valeurs de démocratie, de bonne gouvernance et respectueux du principe de non-ingérence. L'adhésion du Togo au Commonwealth lui permettra d'intégrer une grande famille de 52 États, amis et alliés. Cela pour plusieurs avantages. Par exemple, sur le plan commercial, le Commonwealth constitue un vaste marché extérieur de plus de 2 milliards de consommateurs pour les exportations des produits togolais. La route tue, c'est une vérité de la palisse. Chaque famille aujourd'hui a perdu au moins un membre péri dans un accident de la route. Que devrons-nous faire pour réduire drastiquement les décès liés aux accidents de la circulation? Eh bien, c'est la préoccupation à cette séance de formation. Ici, les agents de sécurité routière. Quoi sigler? Antoinette Oumovava. Au premier semestre de l'année 2017, les statistiques révèlent 315 décès dus aux accidents de circulation. Une situation alarmante et qui nécessite un rappel des notions utiles aux agents de la sécurité routière. Ceci afin qu'ils jouent dans les meilleures aptitudes leur rôle de maintien de l'ordre sur les routes à travers l'application des règles au niveau des carrefours et des sens giratoires. En général, dans les carrefours giratoires, il y a d'abord des panneaux céder le passage, des marquages au sol qu'on appelle signalisation horizontale. Il y a également des signalisations de pré-signalisation qui annoncent le carrefour à sens giratoire et puis d'autres panneaux, des panneaux, disons, d'obligation qu'on retrouve sur le terre-plein central qui se retrouve dans les carrefours giratoires. Malheureusement, les usagers méconnaissent les règles ou bien les prescriptions de ces différentes signalisations et au lieu de respecter les règles applicables à ces carrefours-là, ils observent plutôt d'autres règles. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui enseigner à nos personnels pour les amener également à éduquer dans la circulation certains des usagers qui méconnaissent ces règles afin de réduire sur nos routes les accidents de la route. Malgré les sensibilisations, beaucoup reste à faire et c'est pourquoi les Nations Unies ont décrété 2011-2020 une période de réduction des décès liés aux accidents de circulation. Une collaboration de tous les acteurs, y compris les usagers de la route, reste incontournable afin de parvenir à cet idéal. L'économie, ou précisément les questions économiques, ce sont souvent, vous le savez, des sujets rébarbatifs. On n'y comprend rien ou pas grand-chose. Alors, pour qu'un journaliste qui doit en parler, comment s'y prendre de manière simple, claire, accessible à tout le monde? C'est bien là la préoccupation ici, à cette séance de formation organisée par les États-Unis, l'ambassade des États-Unis à Lomé. Ramdan Bassina. En journalisme, le traitement de tout sujet nécessite une certaine exigence dans la collecte des informations, leur traitement et publication. Mais force est de constater que dans le domaine économique et financier, le vocabulaire et la flexibilité des sujets posent souvent des difficultés. L'ambassade des États-Unis au Togo offre cette formation aux journalistes togolais pour leur permettre de mieux cerner les principes fondamentaux du reportage économique. Tout au long de cette semaine, les participants vont apprendre les connaissances qui les permettront de mieux donner des infos au public pour qu'ils puissent soient informés de ce que se produit dans le monde, particulièrement dans le monde économique.
Et avec la croissance économique au Togo qui monte chaque jour, il est plus important que jamais que le public comprenne des choses comme la dette, les finances. L'ambassade est très fière de soutenir cet atelier. Le but de l'atelier, c'est d'abord pousser les journalistes à s'intéresser à l'information économique et financière et petit à petit à se spécialiser. Et donc nous aurons pendant ces 5 jours parlé des exigences de l'information économique et financière. Nous allons être beaucoup plus pratiques en parlant de traitement de l'information économique et financière. Le ministère en charge de la communication soutient cette initiative, une formation qui permettra à terme aux journalistes à travers leurs écrits de s'informer sur la santé économique du pays et participer à sa croissance. Cette formation théorique et pratique s'inscrit dans le contexte de l'accompagnement des médias togolais mis en place par l'ambassade des États-Unis. Après la pluie, le beau temps, réception pas vraiment évidente pour ces populations d'Aguezongo, d'Amadahome ou encore de Soviépé, toutes sinistrées des dernières pluies diluviennes sur Lomé. Le chef de l'État, pris de compassion pour elles, a fait distribuer des vivres et non-vivres aux différents ménages, 500 bien comptés. Un reportage de Robert Potobi. Lomé, la capitale togolaise, partiellement touchée ces derniers temps par des pluies diluviennes occasionnant de multiples dégâts. Constat, 500 ménages et 2364 personnes sont concernées. Face à cette situation, une équipe gouvernementale en tournée de 2 jours sur le terrain pour soulager ces sinistrés. À la dernière étape, elle était au chevet des populations d'Aguezongo, de Soviépé et d'Amadahome. Un geste de générosité du chef de l'État qui vient soulager ces populations victimes d'inondations et qui, pour la plupart, observent le jeûne du Ramadan. C'est vivre qu'on nous a donné et c'est venu maintenant à Lomé, car nous sommes dans le mois du carême, bientôt c'est les fêtes. Donc c'est vraiment une grande joie, une fierté pour nous. On a reçu du maïs et du riz et d'huile avec une enveloppe. On remercie le président de la République. C'est un sentiment de satisfaction et de gratitude. C'est le lieu ici de remercier la plus haute autorité du pays, son Excellence le président de la République, Farouk Saldina Gnassingbé, qui a tout de suite volé au secours de la vaillante population de Soviépé. Plusieurs quartiers sont ciblés par cette opération d'assistance sociale. Au total, 9 sites dans le Grand Lomé ont été touchés. Sur les 9 sites, nous avons enregistré en tout 500 ménages. 500 ménages composés d'environ 2500 personnes affectées par ces inondations. Nous sommes disposés à voler toujours au secours des populations sinistrées, des populations vulnérables. Avant ces remises, une tournée d'inspection a été effectuée par les ministres de la Sécurité, de l'Action sociale, de l'Habitat et de la direction de l'ANSAT, ce qui a permis de mobiliser les ressources et d'identifier les zones inondées. Les mêmes opérations ont eu lieu à la veille à Kakaveli, Hedjranawe, Bekpota, Kelegougan et Togo 2000. Et sachez dans la foulée que demain mardi, c'est le 20 juin, journée mondiale des réfugiés rappelée par le HCR et un écho au sort des uns et des autres. Ce thème, aujourd'hui plus que jamais, soyons solidaires avec les réfugiés, annonce faite aujourd'hui en conférence de presse. Illustration de cette solidarité, les terres mises à disposition par le HCR à Borou, Pové dans le Zio pour les réfugiés, geste pour les amener à se prendre en charge. Ceux qui ont cultivé leurs terres, ils ont aujourd'hui le sourire. Edem Sosobo. De la cour à la terre, la mutation est peu évidente, mais c'est cette réalité que vit depuis novembre 2016 Narcisse Djanadjaman à Bolukodave. Réfugié ivoirien au Togo, ce juriste, greffier à la cour, a quitté Abidjan au cœur de la crise post-électorale. Avec des réfugiés d'autres pays, il a accepté d'avoir une autonomie financière en exploitant cette surface agricole. Depuis 2013, partant d'Accra, je suis arrivé ici au Togo. Je cherche l'autonomie financière parce que ce n'est pas facile d'être réfugié
et puis tendre la main un peu partout. Alors donc le HCR a bien voulu nous insérer dans ce programme pour nous permettre de nous prendre en charge. Au total, 7 hectares de terre ont été baillés par le Haut Commissariat aux réfugiés pour l'intégration locale des réfugiés. On a pensé que l'agriculture est vraiment porteur parce qu'il y a des projets, si on peut dire ainsi, des petits métiers qui des fois ne servent pas trop. Par exemple, commencer avec des petits projets, de faire le tailleur, ouvrir un petit commerce. Il suffit de commencer, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, le projet tombe à l'eau. Tandis que le projet agriculture, surtout de cette envergure-là qu'on a fait dans la préfecture de Zio, notamment dans la collectivité de Bolu-Pondavé, c'est un grand projet. À l'endroit de nos chers réfugiés, c'est de leur dire de ne pas se sous-estimer. Et ils ont été accueillis, bien accueillis ici en République du Togo. C'est le lieu et l'occasion de saluer très fort vraiment les efforts du gouvernement togolais. Sur ce site d'exploitation agro-pastorale de Bolu-Pondavé dans le Zion, ils ont planté du maïs et aussi d'autres produits agricoles de contre-saison. Je suis arrivé ici, j'étais pas dans l'intention de rester ici, mais la façon dont le gouvernement togolais a accepté et a soutenu les réfugiés sur cette terre, vraiment ça m'a plu et j'ai dit que c'est une terre que je ne veux pas bouger. Vraiment je remercie le gouvernement. Le projet se situe dans la recherche de solutions durables. Les réfugiés sont appuyés en kit, tout le nécessaire, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent démarrer. Pour ce qui concerne leur travail sur le site, l'ICAT sera avec eux. L'ICAT sera avec eux pour les accompagner techniquement sur les schémas culturaux et tout le nécessaire. L'initiative est saluée par la Coordination nationale d'assistance aux réfugiés puisqu'elle va véritablement permettre aux réfugiés qui le souhaitent de mener des activités génératrices de revenus et de bénéficier des produits de leurs efforts dans les champs. Pour l'heure, la cohabitation se passe bien et l'insertion sociale progressivement. Nous sommes des êtres humains et je pense que si nous avons une maturité, on peut s'insérer n'importe où. On doit s'adapter à tout. Pour cette phase pilote du projet intégré d'appui à l'autonomisation économique des réfugiés au Togo, 50 réfugiés et 50 autochtones y sont concernés. Un peu plus de 300 millions de francs CFA ont été déboursés pour 2 ans. Le Togo abrite 13 000 réfugiés issus de 14 nationalités. À l'étranger, en plus bref, ce lundi s'est ouvert le procès dit de bien mal acquis en France de Théodore Obiang qui ne s'est pas présenté à l'audience. Le fils aîné du président de la Guinée équatoriale est accusé d'avoir détourné près de 200 millions d'euros de fonds publics de son pays. L'ambassade d'Égypte au Togo, là nous sommes de retour, c'est nouveau, appel à la vraie image de l'islam et à la lutte contre le terrorisme. Appel hier à l'occasion de l'iftar ou rupture collective du jeûne de Ramadan. Et c'est la 2e édition cette année. Reportage Ferdinand Chassoua de Douaré. C'est la table de la miséricorde égypto-togolaise qui est célébrée ici conformément aux principes de l'islam qui recommande la solidarité et le partage en ce mois béni de Ramadan. Et c'est dans une ambiance empreinte de joie et de convivialité qu'autorités administratives, guides religieux et fidèles musulmans ont rompu le jeûne de Ramadan, encore appelé l'iftar. C'est une tradition islamique que nous avons voulu perpétuer cette année encore. À cette occasion, il n'y a pas que les frères musulmans. Il y a aussi des frères et sœurs qui ne sont pas musulmans qui sont venus se joindre à nous. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre joie du fait que nous sommes musulmans et que nous avons eu la chance de jouir des bienfaits du mois de Ramadan et en même temps de dire à Dieu le Tout-Puissant que nous sommes reconnaissants envers lui pour la paix qu'il fait régner dans notre pays et la paix qu'il fait régner au niveau de l'Égypte. Moment de partage, certes, mais également d'échange sur la vraie image de l'islam et la construction d'un monde de paix et de fraternité où les citoyens vivront en parfaite harmonie. Occasion également de resserrer davantage les liens solides d'amitié et de coopération qui lient le Togo et l'Égypte. Et nous sommes ici pour dire que nous sommes les Égyptiens avec le Togolais, nous sommes ensemble contre le terrorisme, nous sommes ensemble pendant le mois de Ramadan pour partager la paix, pour partager le dialogue, pour partager la tolérance. L'islam est la religion de paix
et pour aussi refléter la vraie image modérée de l'islam. Le mois sacré de Ramadan, quatrième pilier de l'islam, est observé par tous les musulmans du monde entier. En plus d'être un mois du pardon et de la multiplication des bonnes œuvres, il est aussi celui de la dévotion à Allah. Et notez également qu'une prière musulmane a été dite ce week-end dans la grande mosquée de Sokone. Elle a été demandée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Mazoud Amadou, pour implorer la miséricorde d'Allah sur la préfecture de Tchaoudjo. Prière suivie de distribution de vivres pour permettre justement aux populations de terminer en toute beauté le carême du Ramadan. Reportage de Lamarck Bojona. Face aux rumeurs et aux informations sur les réseaux sociaux qui font état de dissensions au sein de la communauté de Tchaoudjo, un fils du milieu, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Machoud Amadou, a demandé une prière musulmane pour implorer la miséricorde d'Allah afin d'apaiser les esprits dans toute la préfecture pour que la paix et l'entente s'enracinent en vue d'un développement de la préfecture. La prière qui s'est déroulée à la grande mosquée de Sokone a rassemblé les 13 chefs cantons de la préfecture, les imams principaux de chaque canton et d'autres fidèles musulmans en situation de vulnérabilité. L'initiateur de cette rencontre ne s'est pas déplacé les mains vides, il a offert des vivres pour soulager ceux-ci en cette période de carême. Le chef de l'État, depuis qu'il est à la tête du pays, a toujours fait de son cheval de bataille la recherche de la paix au Togo, la paix dans la sous-région, la paix en Afrique et la paix dans le monde. Donc nous, notre contribution, c'est de soutenir, de faire en sorte que cet acquis soit préservé, voire même être consolidé. Et c'est pour cela que j'ai invité tous les chefs des 13 cantons qui composent la préfecture de Tchaoudjo, accompagnés de leur imam, pour venir ici s'adjoindre à l'imam central pour que nous puissions prier pour l'apaisement à Tchaoudjo, prier pour la paix générale au Togo. Les participants à cette prière saluent la démarche. Nous voudrons, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, remercier le DG du Trésor pour avoir posé un acte de fils du milieu. La prière, elle est dite au nom de Dieu pour que sa bénédiction descende sur Tchaoudjo, dans la paix, dans l'union. Au nom de Saint Carême, nous aussi nous le voulons, qu'il y ait la paix. Les chefs ont prié aussi pour ça et prient chaque jour pour ça. L'aide est composée pour l'essentiel de 110 sacs de riz de 25 kg, de 42 cartons d'huile. À cela s'ajoutent 65 cartons de lait, 42 cartons de sucre et 14 bœufs, dont un pour chaque canton et un pour le quartier de Didaouré. Voilà, c'est donc en toute prière que se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.